Ce sera donc un classique duel gauche-droite pour le second tour à l'élection complémentaire de Nyon. Au lendemain du premier tour, on commente les résultats en compagnie de nos chers collègues Michel Jautran, Florent Cavalieri. Bonjour, vous êtes tous deux rédacteurs en chef pour La Côte et Nyon Région Télévision. Avec nous également Raphaël Emiger, notre cher confrère du 24 heures. Bonjour Raphaël, bienvenue. Bonjour. Merci à vous d'être sur ce plateau. Alors on va dire, pour résumer, les favoris au rendez-vous et les outsiders distanciés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse en bref, Raphaël ? Il n'y a aucune autre analyse qui peut être faite de ce résultat. C'est vrai que moi, l'impression, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Et c'est comme si tout ce qui s'était passé ces 2 dernières années n'avait jamais eu lieu. Et puis, on reprend les mêmes. Et puis, voilà, c'est la gauche et la droite qui sont en tête. Oui. Les sont partis qui sont un petit peu à la traîne. C'est étonnant du manque de surprise. Oui, alors moi je suis assez d'accord avec vous, mais en même temps, j'ai l'impression que finalement l'électorat est retombé sur ses fondamentaux. Finalement, ça a été, pour le pari de ceux qui faisaient une élection sur leur personnalité, c'était un faux pari. On est reparti sur les 2 blocs en présence classique de ceux qui font les élections d'une manière générale, c'est-à-dire le PLR et puis la plateforme rose-verte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, peut-être aussi que simplement les gens qui se déplacent pour voter, qui sont que 30%, ce qui est dans la moyenne de ce genre d'élection, c'est peut-être juste des gens qui sont colorés politiquement et puis qui n'ont pas été autrement ébranlés par toute cette crise et qui en fait, ceux qui en avaient marre, à la limite, c'est des gens qui ne votaient pas peut-être. C'est ça aussi, et qu'on se retrouve avec les mêmes électeurs avec les mêmes candidats et le pari de Pierre-Alain Dupuis, il est raté, quoi, de surfer sur cette espèce de... Enfin, ce que nous, les médias en premier, on sentait cette espèce de... Alors, il y en a marre, on l'entend, on a marre de la crise, marre des politiciens. Mais alors, dans les urnes, on n'a rien vu de tout ça. Moi, alors, avant ça, Raphaël, on va peut-être rappeler les résultats. Donc, pas d'effet de surprise, mais on va les rappeler en compagnie du président du Conseil, Marco Carenza, lors de l'annonce justement de ces résultats. On écoute les chiffres. Électeurs inscrits, 14 068. Carte de vote reçue, 4 083. Rentrée, 4 083. Nul, 103. Valable, 3 980, dont 102 blancs. Obtiennent des voix. Valérie Mosner-Léger, 1209 suffrages. Olivier Rison, 961 suffrages. Sacha Soldini, 745 suffrages. Pierre-Alain Dupuis, 545 suffrages. Jay Reuter, 341 suffrages. Salem Fedal, 41 suffrages. Bon, quand même, quelques petites voix pour Élise Beukel. On n'a pas senti, comme vous le disiez, Raphaël, cet effet surprise. Est-ce qu'on pourrait dire que les votes sanctions, ils sont finalement dans ces votes nuls, 103 voix seulement? Non, je ne pense pas. Je crois que dans les votes blancs sont à peine supérieurs à ce qu'il y a eu dans les dernières communales. Ils étaient à 2%, là on est à 2,6%. Les votes nuls, c'est intéressant, mais ce n'est pas, à mon avis, un vote sanction. D'après ce que j'ai pu discuter avec le président, c'est des gens qui ne savaient pas voter. C'est des erreurs où ils ont glissé tout le matériel de vote dans l'enveloppe. Mais reste que c'est quand même très élevé, le nombre de votes nuls. C'était 0,1% aux dernières communales. Là, on est à 2,6%. Si on réunit les blancs et les nuls, on est à plus de 5%, ça équivaut à une place au 2e tour. Donc ça fait 5% qui ne savaient pas pour qui voter ou qui ne savaient pas voter. Moi, j'ai l'impression que le vote sanction, finalement, c'est les gens qui ne sont pas déplacés, tout simplement. Là, le corps électoral, 30%. Il y aurait potentiellement 14 000 électeurs à Nyon. Finalement, est-ce que ces gens qui ont sanctionné la municipalité ou toute cette histoire, ce sont les gens qu'on n'avait rien à faire, tout simplement. Ouais, je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'on se souvient lors de l'élection complémentaire, notamment lorsque Daniel Rossella avait été élu, je crois qu'on était environ également à 30%. Donc est-ce que c'est vraiment là la surprise
du manque de déplacement des Nyonnais, je ne suis pas certaine. Le deuxième tour de l'élection communale, c'était aussi aux alentours de 30,2. Enfin, je veux dire, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, le lot d'une élection comme ça. S'il n'y a pas d'autres objets fédéraux ou quelque chose qui pourrait en fait inciter les gens qui ne votent pas d'habitude de prendre la peine de voter, on est dans le normal. Alors moi, je ne le sens pas du tout dans le taux. Je pensais que ça pouvait être un signe. Pour moi, il n'y est pas là. Enfin, je sais pas. Non, moi, j'ai l'impression qu'on est... Malheureusement, c'est très bas comme participation, mais c'est la normalité aujourd'hui. Enfin, c'est bas, mais c'est haut en même temps. Hein, parce que pour moi, bas, ça aurait été loupé si on était à 20%. Par exemple, oui, je m'attendais à l'expérience dans les élections complémentaires, on est dans la norme. Oui. Comme à Rolle, c'était beaucoup plus élevé l'année dernière pour les 2 élections qu'il y a eu, mais à Yverdon aussi, en septembre 2022, ils sont à peu près 29% aussi. Donc c'est pas déshonorable. Mais pour revenir sur ce qui nous a conduit finalement à cette élection complémentaire, donc il y a eu la crise, 2 ans de crise, etc., des rebondissements, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça un peu comme un feuilleton, comme peut-être une télé-réalité. Alors là, je provoque un peu, mais je ne sais pas, vous n'avez pas cette impression un petit peu? Alors, je sais pas. Alors, on regarde les prochains épisodes. Moi, j'ai l'impression que une partie des gens en avaient surtout marre, et probablement que c'est encore le cas maintenant, enfin, de là à dire que c'était un feuilleton, pour le landerneau politique, oui, clairement. Après, pour la population, je suis peut-être un peu moins sûr. Enfin, je pense que tu en penses, Raphaël. Ouais, c'est la question qui reste ouverte, en tout cas, à ce stade. La nouvelle du jour, c'était Sacha Soldini qui a annoncé renoncer au second tour s'il n'appelle pas directement à voter pour le PLR Olivier Riesen. Il déclare qu'il ne donnera pas sa voix à la candidate de la plateforme Rose Verte. On l'écoute. Sacha Soldini, bonjour. Bonjour. Nous sommes au lendemain de ce premier tour de l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise et tout le monde attendait sur vous pour savoir si vous vous relanciez au second tour. Alors effectivement, j'ai reçu pas mal d'encouragement à repartir au deuxième tour. Ça fait toujours plaisir, c'est clair. J'ai eu un très bon soutien, j'ai fait un très bon score. Je suis très très content du score. Je remercie aussi mon comité de campagne qui a fait un immense travail. Maintenant, à savoir si on se lance ou pas, je crois que pour certains... Pour certains, c'était sûr qu'il fallait me relancer en 3e position, mais quand on calcule un minimum, on sait que ce n'est pas une bonne idée. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup récolté de voix dans les partis de droite, au niveau de membres de partis de droite, des soutiens des partis de droite, ce qui m'a donné cette 3e place. Maintenant, si je me représente, évidemment qu'on va à nouveau diviser les voix de la droite avec Olivier Riesen. Donc ça serait donner une autoroute à la gauche pour accéder à la municipalité. Et ça, on n'a vraiment pas envie que ça se passe comme ça, donc c'est pour ça que c'est logique que je me retire. L'amertume, en fait, est simplement que c'est toujours difficile de se retirer, surtout quand on a fait un bon score. Le score augmente à chaque fois. Maintenant, il est clair que... Alors, j'ai fait la proposition au PLR de peut-être essayer de faire une droite unie. J'ai essayé de faire la proposition, il faut toujours essayer. L'offre a été déclinée, évidemment. Mais je pense que j'aurais pu, peut-être, en partant en mon nom et pas sous une étiquette partisane, fédérer plus large que les partis politiques. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faudra faire pour ce deuxième tour. J'espère que le PLR pourra fédérer plus large que simplement les militants et les soutiens du PLR. C'est ce qui va être très important si on veut conserver des chances que la droite l'emporte. Alors, le 26, et puis derrière, 2026, est-ce que l'on reverra Sacha Soldini en tant que candidat, peut-être sous votre couleur partisane, l'UDC, aux élections générales de 2026? Écoutez, là pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Il peut se passer énormément de choses en 3 ans. Je crois qu'on a de la relève aussi à l'UDC, très intéressante. On a des gens très motivés. Je ne vais pas non plus faire de projections aujourd'hui, mais il y a des mouvements dans les partis politiques. On verra au moment venu quel sera le candidat qui partira pour la droite. Là, vous aviez une chance potentielle mathématique. Si vous aviez été l'unique candidat de droite, est-ce qu'il n'y a pas un peu de dégoût? Vous êtes très assidu au conseil aussi. Oui, non, mais je pense que c'est un combat qu'il faut mener sur le long terme. On sait très bien que tout ne se passe pas du jour au lendemain, en tout cas pas à droite. Peut-être qu'à gauche c'est le cas pour certains candidats. Mais c'est vrai que oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que le score est bon. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en additionnant les scores de M. Riesen, donc sous la bannière PLR et les miens, on se plaçait en première place. Est-ce que finalement Nyon n'est pas définitivement une ville de gauche
qui fait élire des candidats de gauche dans des élections complémentaires telles que celles que nous vivons? Bon, évidemment, on sait historiquement que ces derniers temps, Nyon est quand même assez positionné à gauche dans l'électorat, mais je tiens aussi à relever que le score de Mme Mosner n'est pas extraordinaire. Pour la seule femme sur la liste, représentée par la plateforme Rose-Verte, aux alentours de 30%. Je pense que, en tout cas, je n'ai pas entendu de cris de joie au moment de l'annonce des résultats. Je pense que la gauche s'attendait clairement à un meilleur résultat de la part de Mme Mosner-Léger. Vous appelez à ne pas voter pour Valérie Mosner-Léger au second tour, mais vous n'appelez pas vos soutiens finalement à voter pour le centre droit. Alors, il n'y a pas de centre droit au deuxième tour. Ou pour la droite. C'est le PLR. Alors moi, je suis parti en campagne en tant que candidat sans étiquette partisane. Ça serait un petit peu mal vu par rapport à tous ceux qui m'ont fait confiance de dire maintenant on se regroupe tous sur la bannière PLR. Je pars du principe qu'aux municipalités, les drapeaux politiques n'ont pas plus leur place que ça, c'est plutôt les personnes. Alors évidemment qu'il faut voter pour le candidat de droite, mais je vais être clair, je ne vais pas maintenant appeler à voter pour un parti. Voilà, Sacha Soldini qui reste fidèle à lui-même. Résultat, 745 voix. Raphaël Ebinger, c'était quand même un bon score, on peut le dire? Moi, je pense que c'est un assez bon score. Il n'est pas si loin d'Olivier Rieson. Je trouve que Sacha Soldini a gagné en profondeur durant cette campagne. Il a arrondi les angles. Il fait une assez bonne campagne. Il était plutôt assez bon sur le plateau d'NRTV, je trouve qu'il a bien fait les choses. Après, il a fait le pari de ne pas prendre d'étiquette partisane, alors que peut-être c'était justement cette fois-ci qu'il fallait avoir cette étiquette. On ne saura pas si c'était une bonne ou une mauvaise solution. En tout cas, aujourd'hui, quand il sortit, on peut dire que ce n'est pas forcément un très bon choix, parce que quand il doit aller négocier avec le PLR, il négocie en tant que Sacha Soldini et pas en tant que UDC. Et s'il doit déjà discuter un peu des stratégies 2026, il est mal pris, quoi. Ouais. Pourtant, il avait annoncé qu'il se représenterait, que ce n'était pas à lui à céder sa place cette fois-ci. Michel Jotron, est-ce que c'était une bonne stratégie, selon vous, que Sacha Soldini ne se représente pas? Alors, moi, je pense que si c'était représenté, c'est l'autoroute pour Valérie Mosner-Léger. Et je pense que l'entente de centre-droite, la plateforme de droite des dernières élections générales qui avait déjà explosé au deuxième tour, là, pour le coup, c'était définitivement réglé, quoi. Il n'y avait plus du tout d'entente. Donc, non, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Alors, je comprends son amertume, parce qu'effectivement, le score est plutôt bon. Mais il y a une vraie logique là derrière. Et après, comme le dit Raphaël, probablement que... Alors, moi... Honnêtement, cette sans appartenance, j'y ai jamais vraiment cru. Je trouve que c'est parce que tout le monde sait qu'il est UDC. On avait du mal à le séparer, d'ailleurs. Voilà, ok. Alors, disons qu'il a joué là-dessus, mais c'était quand même tout l'appareil de l'UDC qui était derrière lui. Enfin, je veux dire, ok. Alors, il n'y avait pas l'UDC sur les affiches, mais je crois que c'est à peu près la seule chose qui n'était pas UDC. Ouais, certains PLR nous ont même soufflé qu'il y avait comme un sentiment de trahison, finalement, qui ne se présente pas sous la bannière UDC. Alors, non, trahison, non, je n'irai pas jusque-là, mais alors, c'est une vraie stratégie. Ok, ça vaut ce que ça vaut. À part ça, je pense, moi, que le geste qu'il fait aujourd'hui en faveur du PLR, que ce soit Sacha Soldini ou l'UDC de Nyon, je pense qu'ils vont essayer de le faire valoir en 2026 d'une façon ou d'une autre. Moi, je trouve aussi que, quelque part, il a rassemblé plus large que sa base partisane, contrairement peut-être au PLR qui s'est assis sur sa base. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, Sacha Soldini, ça se voit à l'écart, moi je trouve que, voilà. Je ne sais plus à combien de élections qu'il a. Troisième. Bon, en plus, il y a eu les cantonales. Il a son cheval de bataille avec le stade de Maran. Il a fait aussi rapporter des voix en dehors des gens de parti. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Il a fait
c'est normal. Et puis, voilà, mais il est quand même très connu maintenant. Je veux dire, il est probablement plus connu que Olivier Rieson, je pense, dans la population. C'est le candidat le plus connu, et c'est celui qui a beaucoup plus d'expérience. Et je pense que ça peut fonctionner. Puis il y a peut-être aussi, c'est que le vote sanction, c'est peut-être ceux qui ont voté pour Sacha Sottini. Il est vrai que l'UDC au Conseil communal, c'est 9%. Est-ce que c'est 9 sièges au Conseil. Avant de parler de stratégie, Florian, permettez-moi juste de donner la parole à celle qu'on dit grande gagnante, de revenir sur ses résultats avec Valérie Mosner-Léger qui a obtenu 1209 suffrages. On l'écoute. Valérie a applaudi. Y aurait-il plus de candidats à gauche qu'à droite, en tout cas plus de soutien ici? Valérie Mosner-Léger, bonjour. Bonjour. Alors, excellent premier tour. Oui, je suis ravie et je remercie la population lyonnaise d'avoir si nettement marqué cette différence. Et je suis contente aussi du taux de participation. Bon, c'est un premier tour, hein. C'est une étape et donc tout reste à faire et on se remobilise pour le deuxième tour. Qu'est-ce qui a fonctionné dans la candidature Mosner-Léger? Le fait d'être une femme, le fait d'être à gauche? Le fait d'être tous ensemble. On fait depuis ma désignation les Verts, le PS et même les alliances des associations sont mobilisées. Donc il y a tout un écosystème autour de ma candidature et donc je suis portée et on a fait vraiment une jolie campagne pour le moment. Sur le terrain, en porte-à-porte, avec tous les moyens et puis elle s'est bien passée. Et on va retenir ces mots-là, un écosystème autour de sa candidature. Michel Jotran, vous êtes d'accord avec ça? On a pourtant senti qu'il y avait une division au sein des Verts même et des Verts et du PS. Alors, division, je ne sais pas. Non, ils sont obligés de faire bloc. Hein. Alors, il y a eu le Jay Reuter qui a fait lui aussi, hein, il a quand même largement dépassé le potentiel du POP en ville de Nyon. Hein. C'est plus... qui a quoi, un conseiller communal qui est hébergé chez les socialistes. Moi, je pense que là, elle a fait le plein de ce qu'elle pouvait faire. Mais quand vous dites grande gagnante, c'est le 26 hein, qu'on pourra dire qui est le grand gagnant. Parce que, le report des voix n'est pas une science exacte, mais en faisant le calcul, la droite est devant. Hein. C'est pas... Ouais. Raphaël Eminger, vous dites même qu'aujourd'hui, Olivier Rieson pourrait être le favori. Pour moi, je pense qu'il a une avance sur le reste, sur Valérie Mosner-Léger. C'est tout d'un point de vue arithmétique. Hein. Si on additionne les voix, la droite a 150 voix d'avance. Il reste les voix de Pierre-Alain Dupuis. On ne sait pas trop où elles vont aller. À mon avis, ce sera assez partagé. Aujourd'hui, hier, Valérie Mosner-Léger pouvait passer pour la gagnante. Aujourd'hui, elle a du retard à rattraper. Ouais, justement, on va écouter Olivier Rieson à l'annonce de ses résultats. On va aller voir le candidat de droite, alors un candidat qui affiche un sourire certain. Oui, bien sûr, je suis satisfait du résultat. Ça montre que cette campagne pour deux partis a payé. Hein. 950 voix, vous accusez un retard de près de 300 voix sur la mieux élue pour l'instant, hein, Valérie Mosner-Léger. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'oubliez pas une chose, hein, Madame Mosner-Léger, elle est partie sur la plateforme de gauche. Hein, la plateforme de gauche représentait plus ou moins 50% de l'électorat. Moi, je réalise que nous, on est à 25%, donc c'est vraiment notre base ici qu'on a pour le PLR. Mais je réalise quand même que les trois premiers, ce sont trois qui sont dans la vie politique et qui sont actifs dans la vie politique. On vous reverra au deuxième tour. Nous avons une assemblée générale extraordinaire demain soir, le 6. Il y a peu de mystère tout de même. Nous avons une assemblée générale demain soir et puis il y a un jeu démocratique qui se fait dans notre parti. On sait notre tradition, on est comme ça, on respecte ceci et ces institutions et puis on pourra en dire beaucoup plus demain soir. Bon, ça y est, là, le jeu est lancé. Florian, on aura ce duel gauche-droite. Où est-ce que Olivier Rieson peut maintenant gagner ses voix? On l'a dit un peu tout à l'heure. Pour moi, c'est ça. Mis à part les électeurs qui se sont déplacés, puis le calcul a été fait par notre ami Raphaël Eminger, qui va pouvoir aller plus largement chercher des voix, quoi. Pour moi, la clé est peut-être aussi un petit peu ici. Si la gauche veut l'emporter contre la droite, si l'on suit la logique de Raphaël
réel, il va falloir aller mobiliser en dehors de son électorat traditionnel. On parlait de Jay Reuters tout à l'heure, finalement c'est une super opération de com pour le POP. Ils ont montré qu'ils étaient toujours là, que leur marque, finalement, elle pouvait être présente de nouveau en 2026 pour les élections générales, peut-être avec une liste et un candidat. Pour eux, ils ont fait le plein. Ils pensaient certainement pas, de toute façon, être au deuxième tour, voire créer une surprise énormissime qui justifierait que la candidate Mausner-Léger cède sa place à Jay Reuters, à mon sens. Voilà, la démonstration a été faite pour eux. Oui. Ils ont gagné en notoriété. Puis voilà. C'est vrai que Jay Reuters a gagné 341 voix. Il a triplé le score du POP. Là, ça a été une belle surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Raphaël Ebinger. Jay Reuters qui s'est finalement... qui a brillé en tant que politicien. On ne le connaissait pas sous cette casquette. Je pense qu'il est arrivé dans une campagne et puis il a fait une assez bonne campagne aussi. Surtout, il avait un message qui était hyper clair, hyper facile et qui touchait facilement une certaine partie de la population avec ses transports publics gratuits. Et ça, il a peut-être même touché une partie de l'électorat qui n'avait pas l'habitude de voter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être bien. C'est peut-être là qu'on retrouve beaucoup de bulletins nuls, parce que c'est peut-être des premiers des personnes qui votaient peut-être pour la première fois. Mais en tout cas, je trouve que sur tous les autres candidats, il avait cette simplicité du message qui était assez bon. Par contre, d'autres, par exemple Valérie Mausner-Léger, pourrait peut-être s'en inspirer, parce c'est vraiment un profil qui est très intellectuel, mais je ne suis pas sûr que ça touche beaucoup la base. Moi, je trouve qu'il s'est un petit peu révélé en tant qu'homme politique, enfin, entre guillemets. On le connaissait, on ne l'attendait pas sur ce segment-là, enfin, en mon sens. Et puis il a fait une campagne qui était assez humble aussi. Quand il ne savait pas, il disait « je ne sais pas, je vais peut-être tasser ». Puis ça a pu plaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel. Alors, moi, je pense que Jay Reuters a largement fait mieux que le POP, n'importe quel autre candidat du POP va faire, parce que Jay Reuters est quand même connu, il est dans les milieux culturels nyonnais. Il y a aussi la personnalité. Alors là, très clairement, je pense que il y a plein de gens qui ont voté Jay Reuters et pas POP. Donc c'est pour ça que le score, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment attribuer ça, ce score du POP. Il reste que lui, alors pour sûr, l'étiquette, il l'a bien mise en avant et il n'a pas caché son jeu. Et comme dit Raphaël, il a été très très clair sur ses objectifs. Bravo Jay. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question de savoir si Jay était connu par les gens qui connaissent bien le milieu associatif ou par le grand public. Et là, peut-être la démonstration a été faite qu'il est connu plus largement que ce qu'on pensait. À mon sens, je sais pas. Ouais, c'est compliqué à répondre à cette question. Je pense que c'est quand même quelqu'un qu'on voit souvent dans les rues, qui est actif aux hivernales. Puis voilà, c'est quelqu'un qui est assez populaire, qui est proche des gens. Et je pense que ça, c'est son mérite. Et puis je crois qu'il a bien joué là-dessus. Ouais, la carte de la proximité, justement, on écoute Jay Reuters à l'annonce de ses résultats. Jay Reuters, vous ne vous présenterez pas au second tour de cette élection complémentaire à la municipalité nyonnaise. Tout à fait, comme on a dit dès le départ, on tient nos promesses. Donc si la candidate verte était devant nous, et elle est bien devant nous sur ce premier tour, le POP allait soutenir une candidature unique pour la plateforme de gauche. On va juste déjà digérer un petit peu ces 2 mois qui ont été très intenses depuis l'annonce de la candidature, et puis construire quelque chose pour l'avenir. Il y aura des nouvelles élections en 2026, et le POP qui a pu tripler son nombre de votants sur une élection, ça veut dire qu'il y a potentiellement des nouveaux adhérents. J'espère qu'il y aura des jeunes et des femmes aussi qui vont nous rejoindre. Et puis qu'on construise un vrai parti de la gauche à la gauche pour l'avenir. Voilà, Jay qui annonce donc soutenir la candidate verte Valérie Mausner-Léger. Et donc une jolie victoire pour le POP, même s'ils ne sont pas et qu'ils ne continuent pas en course. À l'inverse, on pourrait justement mettre à l'opposé de l'échiquier Pierre-Alain Dupuis qui s'est ramassé, lui, une jolie claque. Je vais être assez dur. Qu'est-ce qui a fait que ce pari ait été raté, Raphaël Ebinger? Je pense que son message n'a pas passé. Voilà, c'était vraiment une interrogation. Pierre-Alain Dupuis, c'est quelqu'un qui est hyper connu, mais il n'est pas forcément populaire. Et je crois que c'est la grande différence entre la notoriété et la popularité. Après, je pense qu'il ne faisait pas partie d'un parti politique, et puis c'est là qu'il a aussi
ça a pu jouer en sa défaveur. Mais c'est vrai que c'était un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il s'est pris une claque ou pas? Je ne serais pas aussi sévère. Lui, il visait le trio de tête, hein, clairement, avant ces élections. Ça a dû être dur. Oui. Alors oui, je crois que lui, il perçoit ça comme une défaite. Mais enfin, pour moi, la candidature de Pierre-Alain Dupuis, c'était vraiment le baromètre. Il a surfé sur cette frange politique, ces politiciens, les magouilles, les ententes qui dénonçaient. Et puis, il aurait pu, effectivement, si la fameuse, enfin, ce qu'on attendait, cette espèce de ras-le-bol de la population qu'on a beaucoup évoqué, il avait envie de récupérer, en fait, et force est de constater que le ras-le-bol n'est pas si grand que ça, et puis qu'il a... Alors, moi, je trouve peut-être qu'il n'incarnait pas alors, assez ce ras-le-bol aussi. Enfin, non, je pense qu'il n'y a aucun candidat qui a incarné le ras-le-bol. Tout le monde a vraiment lissé son message. Je crois que c'est... ils ont fait le jeu. Quoi. Je pense que c'était aussi sain de ne pas arriver le couteau entre les dents en disant... Déjà, il faut rappeler que c'est une élection complémentaire, quelqu'un qui va arriver dans un collège où il y a déjà 6 personnes qui ont un programme de législature, puis ensuite qui ont été soudées par toute cette période un peu... Et puis que ça ne va pas changer la majorité de la municipalité. De toute façon pas. Ouais. Donc voilà, il n'y avait aucune raison d'arriver en disant je vais tout révolutionner, ça c'était pas crédible. Ouais. En tout cas, Pierre-Alain Dupuis a lui été assez objectif à l'annonce de ces résultats. On l'écoute. Quelle est votre analyse à la lecture de ces résultats ? Écoutez, moi je vais être très clair, c'est une déception pour moi, hein. J'espérais vraiment être sur le podium. Je me retrouve 4e, je suis quand même assez loin derrière, donc il n'y avait pas photo entre les trois candidats issus de partis traditionnels. J'ai tenté un pari audacieux, je pensais très honnêtement que j'arriverais à brouiller les cartes. Ma foi, c'est la défaite, ça fait partie du jeu, c'est pas à moi qu'on va apprendre ça. Donc déçu, mais pas abattu. Si j'analyse, je pense que j'ai aussi pas mal perdu de voix parce que chaque fois qu'on parlait de moi, on disait que j'étais l'ami du syndic. Voilà, et puis je pense que j'ai un peu sous-estimé la force des partis, des alliances qui avaient des formidables écuries contre lesquelles j'ai pas pu faire grand-chose. Et puis il y a une autre chose, c'est que je comptais un petit peu sur ma notoriété. La notoriété, ça rime pas toujours avec popularité. Puis je souhaite vraiment, avec beaucoup de fair-play, beaucoup de chance aux 3 candidats, je ne sais pas combien il y en aura au 2e tour, mais en tout cas aux candidats qui vont poursuivre l'aventure. Donc vous ne la poursuivez pas, vous ne serez pas candidat? Je ne serai absolument pas candidat, ça serait vraiment de faire de l'acharnement, de ne pas admettre la défaite. Non, là, le résultat, il est clair. Moi, j'avais toujours dit, si je ne suis pas sur le podium, j'arrête. Vous allez appeler à voter pour qui? Alors je ne vais appeler personne à voter pour qui que ce soit parce que je l'ai dit, hein, j'ai pas d'attache. Vous représentez 540 voix tout de même, hein. Il y a peut-être un message à faire passer. Je laisse la liberté à celles et ceux qui ont voté pour moi de faire le bon choix. À eux de décider, c'est pas à moi de dire plutôt lui, plutôt qu'elle. Je les laisse vraiment libres de leur choix. Pierre-Alain Dupuis, Daniel Rossella, amitié, relation qui a joué, oui ou non, en sa défaveur? Oui, apparemment, il ne fait pas bon être l'ami de Daniel Rossella en politique quand on se lance dans des élections, premier enseignement. Et puis, effectivement, il n'incarnait pas ce renouveau, quoi. C'est ce qui est étonnant dans son positionnement, parce que, et ce qui est aussi tout à son crédit, hein, il est d'une loyauté absolument incroyable envers le syndic Daniel Rossella. Il aurait très bien pu essayer de ne pas en parler. Il en a parlé. Il parle de cette amitié qui est, semble-t-il, pour un adjectif qu'utilise beaucoup la majorité, mais c'est une amitié assez asymétrique. Hein, parce que quand on parle de l'amitié à Daniel Rossella, on sent que elle n'est pas de la même force. Quoi. Oui, il avait d'ailleurs joué un sale tour, on peut le dire. Hein. Il y a 2 élections. Il y a peut-être un désaccord, je ne suis pas sûr que ce soit un sale tour. Oui, il s'en était ouvert dans la presse. En tout cas, un désaccord, il y a eu. Désaccord, ok. Restons sur le mot désaccord. Non, alors, c'est vrai qu'on a dit qu'il, de toute façon, il faisait partie du fameux système Rosselin, dont il faut encore prouver l'existence. Mais c'est sûr que... Alors ça l'a clairement desservi, mais je ne suis pas du tout persuadé que c'était un élément déterminant. Hein, c'est juste que, voilà, il a tenté un coup. L'arrivée dans le 109 et tout, si on part du principe que les gens qui ont voté sont des gens qui sont plutôt politiques, on sait très bien que c'est très très difficile d'être indépendant dans une municipalité pour essayer de faire passer des choses. Alors,
voilà, Ouais, c'est possible, mais il y en a déjà un dans la municipalité. Puis c'est vrai que deuxième enseignement de cette interview qu'on a entendue, c'est qu'il appelle finalement pas ses électeurs à se prononcer pour un camp ou pour l'autre. Disons qu'il est cohérent avec son positionnement. Je pense que c'est plutôt assez bien joué de sa part. Mais moi, j'ai l'impression que tous les candidats sont extrêmement pragmatiques et jouent un vrai jeu politique. Je trouve qu'il y en a pas un qu'on se dit on n'aimerait pas qu'il soit municipal dans les principaux candidats. Salem Fedal, c'est le dernier candidat à qui l'on va donner la parole. 41 suffrages. Et lui, il reporte ses voix, ou en tout cas, il appelle. On écoute. Moi, j'ai fait 41 voix. Je suis quand même un peu déçu parce que je pensais faire plus. Même avec le peu de moyens que j'avais, je pensais être au-dessus des 5%. D'accord, là, moins de 5%, donc vous ne serez pas au second tour. Non, ça c'est juste dommage. Toutes les voix vont compter pour ce second tour. Vous vous situez plutôt où, à gauche ou à droite? Difficile à dire, parce que moi je peut-être plus du centre. Je suis ni pour la gauche ni pour la droite. Mais vous appelleriez comme ça à voter pour qui? Alors moi je pensais peut-être plus pour Pierre-Alain Dupuis ou Olivier Riesen. Voilà. Ça, c'était une surprise pour vous, Florian. Eh ben, Pierre-Alain Dupuis, en tout cas, il ne pourra pas reporter ses voix sur Pierre-Alain Dupuis, apparemment. Mais qui reporte ses voix sur Olivier Riesen, de droite. Moi, j'aurais pensé, en le voyant, comme ça, que son profil correspondait plus à un profil appelé à voter pour une personnalité très sociale, comme Valérie pourrait l'être. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir des éléments qui pouvaient avant faire dire qu'il allait voter d'une personne, d'un côté ou de l'autre. Moi, je pense qu'à part ça, je trouve que c'est plutôt assez bien qu'il y ait ce genre de candidat qui se présente. Je trouve que c'est la vitalité aussi de notre démocratie. Après, ça n'a pas forcément fait avancer le débat. Non, alors si on entend bien entre les lignes, lui aurait été prêt, s'il avait fait ses 5%, même que 5%, à se relancer au second tour. Oui, Salem Fedal est une énigme. C'est intéressant, c'est l'expression de la démocratie suisse. Mais voilà, je veux dire, 41 voix, c'est encore sympa. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à attendre de cette candidature. Alors peut-être pas grand-chose à attendre de cette candidature, mais est-ce que ce n'est pas justement le genre de personnalité qui peut aujourd'hui décrisper les gens et qui pourrait faire que monsieur et madame tout le monde viennent voter, même ceux qui n'ont pas l'habitude? Est-ce que ça ne va pas un peu décristalliser toute cette situation? Comment faire plutôt pour qu'aujourd'hui les Nyonnais votent et votent plus? Non, je pense qu'il faudrait que ce soit un candidat qui vienne de nulle part, qui ait une vraie stature, une crédibilité, un message à apporter. Aujourd'hui, Salem Fedal n'avait pas de message. Après, il y a quand même 41 voix. Hein. Alors c'est peu, mais c'est anecdotique. C'est anecdotique, mais il y a quand même 40 personnes qui ont voté juste, donc ils connaissent, contrairement aux 100 voix qu'on a dit avant, qui n'ont pas fait d'erreur sur leur bulletin de vote. Qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils voté Salem Fedal? C'est quand même une question. Trouver ces personnes pour leur poser la question. Ouais, non, mais ce que je veux dire, on ne sait pas. Ça peut peut-être être très serré entre la gauche et la droite, et peut-être qu'une cinquantaine de voix, ça peut faire la différence. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait mieux aller chercher ceux qui votent mal et ceux qui votent blanc. Ça fait 150 voix en tout, entre eux et ces gens, quoi. 150 voix, c'est pas rien dans cette élection. Ouais, puis moi, je pense par exemple qu'Olivier Riesen, il va surtout, je pense qu'il va devoir aller convaincre du côté de l'électorat de Sacha Soldini, parce que l'UDC, je pense qu'on a probablement un peu marre d'être le faire-valoir du PLR. Le porteur d'eau. Et c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Et peut-être qu'il y a certains candidats, électeurs UDC qui faudra les prendre par la main pour qu'ils aillent voter. Alors, ils ne vont certainement pas voter Valérie Mosner-Léger, mais peut-être qu'ils vont juste simplement pas voter, alors qu'ils avaient voté pour Sacha Soldini au premier tour. Les indépendants, parce que les indépendants pourraient prendre position. Ils pourraient se dire, on va quand même soutenir le candidat de droite, passer un peu leur alliance naturelle. Pour l'instant, ils n'ont pas dit grand-chose. Il y en avait qui étaient quand même du côté de Pierre-Alain Dupuis, des indépendants. Mais peu, finalement. Oui, alors, peu qui s'affichaient peut-être, mais effectivement... À voir. À voir. Donc, résultat le dimanche 26 février. Avant de conclure, et parce que j'aime bien vous poser cette question, Raphaël Ebinger, si la Mune devait choisir entre Olivier Riesen et Valérie Mosner-Léger cette fois-ci, qu'est-ce que vous me répondez? Je répondrai ce que j'aurais dû vous répondre la première fois. Je pense que la municipalité aujourd'hui veut surtout fonctionner avec quelqu'un
qui soit collégial. Voilà, on reste sur une belle langue de bois. Vous ne nous direz pas votre petit pronostic à vous? Moi, mon pronostic, je pense que Olivier Riesen a une avance, mais je ne dis pas que c'est le candidat que veut la municipalité. Michel Jotran? Alors moi, je pense que la municipalité, dans sa majorité, aurait envie plutôt d'avoir Valérie Mosner-Léger. Mais alors après, est-ce que c'est forcément le bon choix? Et qui va gagner? Alors, qui va gagner? Honnêtement, je suis incapable de vous dire. Je pense que ce sera très très serré de par ces reports de voix. Mais moi, je pense que la droite a vraiment pas dit son dernier mot probablement que la plateforme de gauche a atteint pas loin d'être à son maximum, alors oui. Olivier Riesen a toutes ses chances. Ça va se jouer aussi surtout à la participation. Il faudra vraiment mobiliser les bases et puis c'est là-dessus que ça va se garder gagner. mobilisés. Balle au centre, Florian, vous qui avez l'habitude de nous octroyer de belles citations philosophiques. Oh là là. Ça sera sur quoi? Non, Quelle sera votre fin par rapport à ce pronostic à qui la municipalité souhaiterait en son sein? Moi, si je me place du point de vue du syndic, je pense qu'il en aimerait bien 3 à gauche et puis 3 à droite, et puis comme ça, ils pourraient arbitrer. Mais effectivement, l'important pour eux, c'est d'avoir quelqu'un qui s'intègre dans le collège, qui rejoint l'équipe, et puis j'allais dire qu'il ne fasse pas trop de vagues, quoi, en tout cas sur cette fin de législature. Non ? Voilà qui est dit. On va rester comme ça avec cette question en suspens. Résultat, le dimanche 26 février, on vous retrouvera, j'imagine, sur place, peut-être en direct sur nos réseaux sociaux. À demain, bonne suite de programme. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on suivra également ces élections sur vos différents journaux. Merci à vous, très belle journée.